Y a-t-il une vie après la mort? Les religions théistes l'affirment. C'est une partie intégrante de leur théologie. Et elles répondent ainsi à une aspiration profondément enracinée chez nous, les humains. Nombreux sont ceux qui placent de grands espoirs dans une vie meilleure, dans un autre lieu, éventuellement dans l'au-delà. Les religions recrutent des adeptes avec cette annonce, avec cette promesse d'un au-delà meilleur et d'une vie éternelle. D'innombrables livres traitent de ce sujet. Posons-nous donc la question, qu'y a-t-il de vrai dans cette affirmation? Est-ce que Saint Pierre nous attend vraiment à la porte du ciel après notre mort pour nous regarder dans les yeux et nous faire signe, selon le cas, de continuer vers l'enfer ou d'aller vers la salle du trône de Dieu? Ou peut-être qu'il s'agit même d'un jardin paradisiaque où des verges attrayantes nous accueillent et aiment nous gâter. Nous voulons ici aborder ces questions d'un point de vue réaliste. Le point de vue d'une philosophie laïque et humaniste comme celle que je souhaite défendre ici. Et, je peux le dire d'emblée, il y a une bonne nouvelle. C'est en fait ce que nous apprend la philosophie, et cette bonne nouvelle n'est rien de moins que, comme on pourrait peut-être dire, que la bonne parole de la philosophie. Oui, il y a effectivement une vie après la mort. Finalement, les religions n'ont pas tout à fait tort avec le récit souvent difficile à croire. Il nous suffit de bien comprendre ce qu'elles tentent de nous dire à leur manière, verbeuse et fantastique, dans leur mode d'expression métaphorique, adapté à la capacité de compréhension spirituelle des âges précédents. Oui, il y a effectivement une vie après la mort. Je vais essayer d'expliquer ce qu'est cette vie et comment nous y parvenons. Qu'est-ce que la mort? La mort, que nous avons tous à l'esprit lorsque nous en parlons, est un événement individuel. Lorsque nous parlons de la mort et que nous en avons peur, nous pensons toujours à la mort d'un individu, à la mort d'une personne humaine, par exemple notre propre mort, ou la mort de personnes qui nous sont proches. La science biologique nous enseigne désormais que la nature vivante, qui s'est déployée dans un processus évolutif au sein de la nature inanimée et dont nous, les humains, faisons partie, est en principe immortelle. Les toutes premières cellules qui étaient à l'origine de la vie se reproduisaient en se divisant. Les cellules divisées continuaient à vivre, à croître et à se diviser à nouveau à un moment donné, généralement après très peu de temps. Ainsi, la matière cellulaire initiale se reproduit et se propage toujours plus loin. Si l'on y regarde de plus près, outre les atomes initiaux qui devraient toujours être présents quelque part, même s'ils sont très dilués maintenant, il y a d'innombrables autres atomes que le principe organisateur de la vie attire en permanence vers lui et met à son service. En raison de ce principe, la nature vivante est assez résistante. Elle ne pourrait être anéantie sur Terre que par une catastrophe cosmique. Comme nous le montre l'histoire de la Terre,
La nature vivante résiste, grâce à son évolution, à des conditions environnementales toujours nouvelles que lui impose une terre en mutation et se renouvelle sans cesse en produisant de nouveaux êtres vivants dans une surabondance, de nouveaux êtres vivants mieux adaptés à un environnement changeant. Nous aussi, les humains, portons en nous des cellules potentiellement immortelles. Ce sont nos cellules germinales. La fonction de ces cellules germinales ne nous occupe pas dans notre vie quotidienne, pour laquelle ils ne sont pas nécessaires. Beaucoup ignorent même leur existence. Ces cellules sont cachées au plus profond de notre corps, un corps qui les enveloppe et les protège entièrement. En effet, au cours de l'évolution, la nature vivante a fait en sorte que les minuscules cellules germinales soient entourées d'une superstructure, c'est-à-dire un corps organique, de plus en plus grande et de plus en plus efficace au fur et à mesure du développement des êtres vivants multicellulaires. Cette superstructure est destinée à protéger les cellules germinales fragiles et à les aider à se reproduire. Ce corps protecteur sert, grâce à des organes de plus en plus sophistiqués, par exemple à une meilleure prise de vue de la nourriture, et grâce à sa mobilité, à se préserver dans un environnement pas toujours amical, mais pas non plus toujours hostile. C'est dans ce but que se sont développés les tentacules et la trempe, les nageoires et les pattes, les bras et les jambes, les mains et la tête, et enfin l'intelligence et la raison. Leur mission est de protéger la vie et d'assurer la reproduction des cellules germinales en facilitant les mouvements des corps organiques, ce qui inclut également l'interaction avec d'autres individus. Nous voyons maintenant plus clairement ce qu'est réellement la mort dont nous parlons. Ce n'est pas la mort des cellules germinales. Celles-ci se divisent constamment et sont transmises à d'autres individus. Elles ne meurent qu'exceptionnellement, par malchance, c'est-à-dire par la mort de l'individu qui les porte, avant que celui-ci n'ait pu les transmettre. Mais la loi du grand nombre fait que si une ou plusieurs d'entre elles meurent dans un tel accident, il y aura toujours, ailleurs, suffisamment d'autres cellules germinales actives pour que la vie se poursuive dans son ensemble. Une procédure, certes imparfaite, mais qui a toujours été couronnée de succès jusqu'à présent dans l'évolution de la vie. La mort n'est donc que la mort de la superstructure individuelle qui a rempli sa fonction pour la vie, la mort du corps, la mort des enveloppes charnelles. Pour toutes les personnes qui ont vécu leur vie correctement et pleinement, en responsabilité vis-à-vis de la nature, les cellules germinales ne sont en général déjà plus à l'endroit du corps individuel lorsque celui-ci meurt. Elles sont déjà ailleurs, dans d'autres êtres vivants, dans d'autres personnes auxquelles elles ont été transmises. La mort n'est que la mort de la personne humaine, c'est-à-dire de son corps individuel et de la conscience appartenant à ce corps, ou, comme on aimait à le dire autrefois, de l'âme, qui est indissolublement mêlée à cette enveloppe charnelle et ne peut exister sans elle. L'homme fait partie de la nature vivante, avec sa peau et ses cheveux, depuis sa conception jusqu'à sa mort.
Maintenant que nous avons pris conscience de tout cela, il nous est peut-être plus facile de voir quelle est la nature fondamentale de notre vie humaine et son rôle, et ce, malgré tous les fantasmes erronés que nous pouvons en avoir nous-mêmes à ce sujet, à savoir le souci de transmettre notre vie à la génération future. Et nous comprenons aussi pourquoi, comme l'a souligné le grand chercheur et psychologue Sigmund Freud, la sexualité, la libido, l'éros, jouent un rôle si important dans notre vie. Nous comprenons pourquoi, comme j'aime le dire, l'amour est le feu de notre vie, car c'est par lui, par la sexualité, y compris toutes les émotions qui y sont liées, que nos cellules germinales sont transmises, que la vie qui agit en nous continue à vivre. Sans cette continuité de la vie, chacun doit en être conscient, tout ce qui nous entoure, tout notre monde humain s'effondrerait et disparaîtrait du sol de la terre. Si les lignées germinales de tous les hommes étaient effectivement brisées, le genre humain s'éteindrait, les rues et les jardins deviendraient sauvages, les maisons hautement érigées s'effondreraient, les États se dissoudraient. Pour les sociétés humaines et donc pour toute personne qui réfléchit, la sexualité exercée par les hommes et les femmes qui vivent dans une société est la base la plus importante, la base de tout le reste. La vie après la mort existe donc. Elle nous est donnée. C'est même la volonté intrinsèque de la nature vivante. Mais elle ne nous est pas donnée, comme certains en rêvent, sous la forme d'une conservation de notre propre, très importante personne individuelle. Mais cette survie nous est donnée en tant que survie inconsciente de nos cellules germinales, c'est-à-dire par la survie des enfants qui portent nos gènes et en qui s'éveille une nouvelle conscience. Notre savoir, notre langue et notre culture, tout ce qui fait partie de notre identité spirituelle, ne sont pas transmis et portés dans l'avenir par les cellules germinales, mais par autre chose, à savoir l'éducation des enfants, dont nous devons nous occuper avec le plus grand soin. L'au-delà dans lequel nous entrons par tout ce processus complexe n'est pas un jardin paradisiaque dans une autre dimension imaginée et imaginaire, mais l'avenir de ce monde séculier. Nos cellules germinales continuent d'agir dans nos enfants, c'est-à-dire que ce que nous avons toujours été au fond de nous-mêmes est transmis dans l'avenir. Oui, nous renaissons ainsi, si nous avons vécu correctement, mais pas en tant qu'anges dans le ciel, occupés à chanter éternellement en chœur à la louange d'un bon Dieu, ou en tant qu'oisifs entourés de belles dames dans un jardin bien entretenu. Mais nous renaissons en tant qu'autres individus, plus jeunes, ces nouveaux êtres humains qui,
alors que nous avons nous-mêmes sombré depuis longtemps dans les bras de la mort, de la non-existence, ont commencé un nouvel être, une nouvelle vie, et développent une nouvelle conscience, à l'aide de laquelle ils doivent et peuvent, à leur tour, comme nous-mêmes autrefois, maîtriser cette vie dans ce monde. Ce n'est pas la mort qui est importante pour nous, mais la vie. Nous, les humains, portons en nous la vie éternelle. Voilà ce que nous apprend la philosophie. C'est ça, la bonne parole de la philosophie. Envie de plus de philosophie réaliste, qui souhaite en savoir plus sur le rapport entre philosophie et religion, sur le problème de la bonne conduite de la vie et sur notre responsabilité face à la vie, et maîtrise la langue allemande, peut consulter mon cours de philosophie. Le cours comprend 18 chapitres, tous disponibles sur YouTube, et aborde de nombreux sujets de philosophie. Pour accéder au cours, il suffit de taper les mots-clés philosophie, réalismus, Röders dans la recherche YouTube ou de saisir directement l'une des adresses mentionnées dans Google. J'ai également mis un lien vers toutes les adresses dans la description de la vidéo ci-dessous. À bientôt alors, en cours ou dans une autre vidéo de cette série de vidéos philosophiques en langue française.